Bonjour. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour. Bonjour Issa. Alors, clac, clac, clac. Salut Sander. Ah voilà, ça y est, ça marche. Bonjour, ça y est, chercher le son. Bonjour. Bonjour à tout le monde, du coup, bonjour Hicham. Je ne sais pas si on s'était croisé à Nice Ouais, la fois d'avant. c'était pas à Nice, je pense qu'on a dû se voir à Paris. Ah, Non, c'était à Palaiseau, là, à l'école oui, polytechnique. Alix, ouais, effectivement. Oui, non, oui, c'était Alix, c'était à Polytechnique, c'est ça. Exactement, exactement. Et bonjour Béritan, du coup. Béritan, Béritan. Elle a coupé son son. Effectivement. Ça se... Je voudrais pas dire, mais il a changé Shelva. Hein. Après, je respecte tout et tout le monde toujours. Je dis juste que c'était pas le même que quand je l'ai retrouvé la dernière fois, c'est tout. Bon, ben voilà. Yen, c'est ton prénom, c'est ça? Je veux pas écorcher ton Yen. prénom. Ça se Non, dit comme ça? c'est Yenmei. Yenmei, d'accord, ok. Ouais. Ok, ça marche. Je suis désolé si vous m'entendiez, je suis en train de regarder une vidéo sur la première année à Nice. Je vais couper le son. Voilà. Ah, je t'avais pas vu arriver, Dorsave. Ni Bruno. Bonjour, Comment ça va? ça va Il y a bien? une lumière un peu approximative là. Oui, c'est pas bien éclairé, Sander. Mais je peux bien éclairer là. Hein. J'ai toujours le même problème avec le contraste de toute façon. C'est jamais bien fait. Ah, parce que tu es en contre-jour. Tu vas Salut bien? Chou, ça va bien? Moi, je veux assister en tant qu'observateur. Hein. Ah bon? Ah oui, j'interviens pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. T'avais pas reçu mes diapos trop tard, ça va? Enfin, mes infos trop tard, Elise? Je suis désolé. Non, c'est bon, j'ai pu m'en occuper tout à l'heure, il n'y Je a suis pas de désolé. problème. Pour Dorsav et Hicham, du coup, j'ai été récupérer
sur LinkedIn. J'espère que ça ne vous pose pas de problème pour le diagramme du chat. J'ai pas eu de réponse à mon mail et je me suis dit, bon, LinkedIn, bon, ça passe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Oh, c'est vraiment naze. Je vais changer de côté. Je vais mettre ça. En plus, c'est bien, on verra. On voit un peu le cabinet. Je suis dans mon bureau en plus. C'est bien, on voit même le bureau pour examiner. Je fais n'importe quoi. J'ai coupé le son pour ne pas vous embêter. Ah, c'est pas la bonne son. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Oui, bonjour. Hein, je n'entends pas. Bonjour, c'est normal. Bonjour, Bernard Dubreuil. On l'a tous Orléans. coupé. Bonjour. 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 Baratouas. Bonjour. 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 Bonjour Nadia. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour. Il y a 3 Chenva. Alors, c'est lequel le vrai du coup là? C'est C'est compliqué. deuxième, juste après. Les 3 Chenva là, c'est compliqué. Ah bah, fiche, voilà. Hein. C'est Pierre, Sander. Bonjour. Salut. Bonjour Abdallah. Hello, bonjour. Salut. Ah ouais, Voilà. Ça va Abdallah? Ça fait longtemps, dis donc. Ça Ça fait va? très longtemps là. Attends, je regarde un petit Ah, peu là, ravi, de plus ravi. près. Ah oui, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu là. Ça Très fait vraiment très longtemps. Plus la barbe là. Non, c'est- C'est passé de là à là en fait. Ça s'est déplacé. Ah, il y a.
Alors, je vois qu'il y a plusieurs Shenva, donc C'est bizarre, mais bon. il y a au moins 3 Shenva là. Ah, Nadia, t'as pas vu de micro. Farad. Salut. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Paola, bonjour. Ah, Bonjour, bon, je- bonjour. Paola. Salut, bonjour tout le monde. Oui. Salut, Paola. Oui, voilà. Salut, salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre une copie écran quand même de la conversation pour pouvoir la publier sur les réseaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est enregistrée. Ah, Elle est super. enregistrée depuis lundi aussi, on a enregistré le pré-entretien. Et là, celle-ci, elle est enregistrée aussi. On est déjà 39. Je ne sais pas s'il y a tous les élèves ou tous les participants encore, que ce soit des intervenants ou des entretiens de l'excellence, mais je pense qu'il vaut mieux commencer maintenant. Donc, je rappelais pour les points techniques qu'il valait mieux pour les élèves poser les questions via le chat et moi après j'allais répartir les questions entre chaque intervenant au fur et à mesure pour pas qu'il y ait trop de problèmes de répartition de la parole, etc. S'il était possible de répondre en 2 minutes environ pour les intervenants, quitte après à détailler dans le chat pour les questions qui nécessitent un peu plus de développement au niveau de la réponse. Les élèves, du coup, si vous pouvez rester en mute, et même nous, autres participants, quand on ne prend pas forcément la parole, pour éviter des problèmes de son, etc., de superposition, tout ça, c'est pas forcément le mieux. Et après, ceux qui peuvent, si vous pouvez allumer votre vidéo, c'est cool aussi, comme ça on voit un petit peu avec qui on parle. Si vous pouvez, hein, si vous êtes dans un cadre, je sais pas, en famille ou vous n'êtes pas forcément dans un coin tranquille, ça pose problème pour vous, ou même pour une question d'image, je sais pas si ça vous embête un peu trop, voilà, mais si vous pouvez, c'est cool.
Donc là, c'est les points techniques. Et après, ben, sinon, chaque intervenant, vous pouvez vous présenter un petit peu. J'ai fait un diaporama que j'ai mis en haut du chat, mais ça peut être sympa pour les élèves si chaque intervenant, à son tour, se présente un petit peu. Donc voilà. Dorsav, si t'es prêt, peut-être que si t'es prête, pardon, si tu veux peut-être commencer ou... Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis Dorsav Méniard. J'étais avocat pendant plusieurs années en droit des affaires et maintenant, je suis en entreprise en direction juridique. Donc, je vais plutôt me concentrer sur mon activité d'avocat. J'ai fait toutes mes études à l'université de Cergy-Pontoise. J'ai eu l'opportunité au cours de mes études d'aller étudier un an aux États-Unis et de passer l'examen donc j'ai validé une année d'études aux États-Unis et j'ai ensuite passé le barreau de New York qui m'a permis de pouvoir exercer le métier d'avocat aux États-Unis, dans l'État de New York. J'ai également eu l'opportunité pendant mes études de faire un semestre d'études en Angleterre, ce qui m'a boosté en anglais et m'a permis ensuite de pouvoir étudier sereinement aux US. Au retour, j'ai intégré parmi les plus gros cabinets d'avocats d'affaires parisiens. Et voilà, donc je présenterai, si la question m'est posée, la particularité des études d'avocat et le métier d'avocat. Et Dorsav, un petit détail, a rencontré son cher et tendre grâce aux entretiens de l'excellence. Voilà, Abdallah ne se lasse pas de faire cette publicité. Chaque occasion, je l'ai dit, voilà, son mari, voilà. Voilà. Je vois Nadia qui rigole. Du coup, Monsieur Faratouas, peut-être que vous êtes disponible pour vous présenter un petit peu Oui, bonjour à tous. Voilà, donc, moi, je suis retraité. Je suis un ancien de la banque, j'étais directeur de banque et directeur financier à l'international. J'ai un parcours universitaire un peu atypique parce que mon premier diplôme, c'était une licence de mathématiques. Et ensuite, j'ai fait de l'économie et puis j'ai acquis un troisième cycle de finance. Et là, donc, ça fait 7 ans que je suis à la retraite. Beaucoup actif dans le secteur associatif. Voilà ce qui concerne mon parcours. Super, merci beaucoup. Hicham, peut-être que toi aussi, tu peux... Donc, je me présente, bonjour à tous. Hicham Hanan, en fait, moi aussi j'ai une formation universitaire, puisqu'en fait, du bac jusqu'au doctorat, j'ai fait de la science, donc de la microélectronique. Et en fait, après, j'ai été embauché en 2007 chez Thales et je travaille depuis 13 ans chez Thales. J'ai fait plein de postes différents sur d'innovation, de l'ingénierie de manière générale. Et puis, en ce moment, je suis à Limours et je travaille sur les radars. Alors, pas les radars automobiles, les radars terrestres et navals. Voilà. Ce sont des radars qui sont sur des bateaux ou en fait sur Terre. Voilà. Super, merci beaucoup. Et du coup, Sander, peut-être que toi aussi, tu pourrais te présenter. Eh bien, oui, je vais me lancer. Donc, du coup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sander de Souza. Pitié, appelez-moi Sander. J'ai 27 ans. Tutoyez-moi, en fait. Pitié, vous savez, c'est un peu l'âge où on est un peu entre eux, donc on ne sait pas trop. Donc, je suis originaire de la région parisienne, dans le Val-de-Marne. J'ai fait mes études de médecine à Paris, à l'université de Paris, qui s'appelle maintenant. J'ai fait mes 6 ans d'études de médecine, puisque c'est ce que j'ai fait dans la vie. J'ai passé mon concours de première année, puis de 6e année. À la suite de ce concours, j'ai pris la décision de choisir une spécialité et une ville. Et donc, je suis interne de santé publique à Lyon. Et donc, me voici ici, c'est dans mon bureau à Lyon, voilà, où je suis en stage en ce moment. Je m'intéresse à la santé des étudiants, sur le grand campus de Lyon. Voilà. Par ailleurs, effectivement, je suis aussi bénévole aux entretiens d'excellence depuis quelques temps, puisque je suis dans l'équipe d'organisation des entretiens de l'excellence à Lyon. Voilà. À côté de ça, j'ai plusieurs activités associatives, notamment la représentation des internes, localement ou nationalement, et notamment la lutte contre les discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme ou l'homophobie. Mais parenthèse refermée. C'est bien.
Et Nadia, est-ce que tu peux nous présenter du coup le groupe d'élèves qui ont été aujourd'hui contactés pour la séance d'entretien d'aujourd'hui? Alors Nadia, il faut démarrer ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez là? Un tout petit peu plus fort. Bon, pourtant j'ai mis un maximum. Je vais remettre. Et là, vous m'entendez? Faut que tu te rapproches plus de ton micro. Je fais que ça. Et là, est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est pas terrible. Nadia, je pense que tu pars sur le mauvais micro, peut-être. Tu es sur un PC, non, peut-être? Oui, je suis sur un PC, effectivement. Alors, comment je peux faire? Et à mon avis, le micro, il doit être sur ton PC, pas sur ton casque. Oui, mais je l'ai mis sur le PC, le micro. Je l'ai installé. Tu entends le son via le casque ou via le micro, Nadia? Oui. J'entends via le casque. Dans ce cas-là, parle au micro du casque qui est là, le petit truc blanc à côté de toi. Attendez, faut que je me retrouve là. Je suis sortie. Voilà. Donc, est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Prends ce truc là à côté de toi, là. Prends le truc blanc, là, le boutonnier blanc. Tu l'as? Ouais. Ah, là, voilà, c'est bon. Mets-le plus près de ta bouche. Il y a le truc blanc. Non, le truc blanc, le petit bout blanc, là. En plastique sur le côté. Voilà. Okay, Voilà. okay. Alors, vous m'entendez cette fois-ci? Vous m'entendez tous là? C'est bon? C'est bon? Légèrement mieux. Voilà. Alors, donc, pour organiser cet atelier numérique, j'ai mobilisé une trentaine d'élèves du lycée Saint-Exupéry, donc le lycée où j'exerce en tant que conseiller principal d'éducation. Ce sont des élèves qui ont tous participé aux entretiens d'excellence de l'édition de Nice. Nadia, je pense qu'on n'entend t'entend plus. plus. Hein. On n'entend plus là. Ouais. Non. Essaye le langage des signes, peut-être que ça va marcher. Ouais. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui. Oui. Ah bah là, oui. Bon, alors, donc, je disais, on a mobilisé à peu près sur les 30 élèves, 10 élèves de terminale, eux sont en attente la semaine prochaine. Tu le seul à rien entendre du tout ou pas? Non, moi je n'entends pas non plus. Non, c'est pareil, Nadia. C'est mort. Ouais. Ça bouge pas. Hein. Pourtant, j'ai mis à fond. Hein. Non, mais c'est au niveau de ton micro, Nadia, je pense. Il y a un petit trou dessus, il doit être bouché, je sais pas. Je pense qu'il y a un faux contact au niveau de ton casque. Rebranche-le, parce que parfois, en fait, c'est la prise qui n'est pas bien branchée. Vous m'entendez ou pas là? Oui. Ah bah oui, ça y est. Non, t'en as pas. C'est un faux contact. Hein. Nadia, ouais. Je pense que ton casque, il est KO en fait. Ouais, il y a un truc au niveau de tes câbles. Je confirme aussi. Bon, ben, je suis désolée, je peux pas. Alors, Élise, à toi, je peux pas répondre. Je peux pas parler. Oui, donc je reprends rapidement. C'est Nadia qui a mobilisé la plupart, enfin même la majorité, la totalité des élèves de son lycée. Il y a des premières et des terminales surtout, et je vous ai envoyé les thématiques qui étaient revenues en majorité. Certains ont déjà participé aux entretiens d'excellence. Je ne crois pas que ce soit le cas pour tous, mais en tout cas, ils sont assez intéressés par toutes les questions soit d'organisation des études en général, de choix des filières, de comment on choisit, soit des questions ou même de différenciation de diplôme ou de filière, soit des questions un peu plus précises de chacun de vos domaines d'activité respectifs. Donc voilà, et bien si tout le monde est d'accord, je pense que les élèves, si vous êtes prêts, que vous avez préparé vos petites questions, vous pouvez commencer à les poser dans le chat. Je vous les dis par message.
Mais là, je pense que vous pouvez commencer à les écrire, à les taper et je les répartirai du coup à chaque intervenant en fonction de leur domaine d'activité respectif ou si c'est des questions un peu plus générales à chacun selon comment il se sent d'intervenir. Voilà. Donc là, on a une question pour Monsieur Ouas, si vous êtes prêts. C'est Fatima qui nous demande quelles études vous avez du coup entrepris et quelles sont les matières que vous pensez qui sont le plus importantes pour ce genre d'études et quel poste vous avez pu effectuer avant de devenir directeur de banque? Comment avez-vous gravi les échelons, ce genre de choses? Voilà. La possibilité d'intégrer une deuxième année d'économie. Donc, j'ai préparé ma licence de maths et ma licence d'économie en même temps. Ce qui m'a permis après, donc, de me présenter à la banque avec donc 2 diplômes universitaires à l'époque. C'était des licences en 4 ans. Et j'ai été affecté au départ au niveau de l'analyse financière, le traitement des bilans qu'on faisait à l'époque manuellement, en tant que cadre à l'époque, et avec un grade de sous-chef de service. Et au fil du temps, avec l'ancienneté et puis les compétences que j'ai acquises sur le terrain, puis certains stages qu'on m'avait fait obtenir, j'ai pu monter les échelons pour arriver à être directeur et directeur régional de banque. Voilà, en ce qui concerne les matières, l'économie, c'est beaucoup sur la culture générale, au niveau du... Par contre, tout ce qui est technique bancaire, là, j'ai eu l'appui du Centre d'études supérieures d'études de banque à Paris, que j'ai fait pendant 1 année. Et ça, je l'ai fait au bout de la 4e année de ma présence à la banque. Et c'est un accélérateur de carrière. Voilà en ce qui concerne les premiers pas que j'ai pu effectuer pour rentrer dans la banque. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu la possibilité de préparer un 3e cycle de finance. À l'époque, c'était la mode des options sur devise. Et je me suis amusé à préparer ce truc-là, mais c'était plus pour le fun. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la première question qui m'a été posée? Oui, je crois que c'est bon. On avait du coup une autre question, c'est davantage pour une orientation dans le domaine de la pharmacie. En fait, les premières, il y a eu une réforme du bac, ce qui fait qu'ils doivent abandonner quand ils passent en terminale une spécialité. Et là, c'est Abla qui se demandait s'il fallait abandonner SVT et laisser maths et physique chimie, si c'était possible pour la pharmacie. Quelle était du coup la priorité à donner? Sander, tu peux peut-être y répondre? Effectivement, je vais répondre. Bonjour Abla, merci pour ta question. En préambule, je vais repréciser que du coup, en septembre 2020, la première année va complètement changer par rapport à l'ancien système qui était mis en place en 2010. Donc, il y a 2 façons d'entrer dans les études de santé maintenant, ce qui s'appelle la PAS, qui est la plateforme d'accès spécifique aux études de santé, et la LAS, la licence d'accès à la santé. Je ne vous embête pas avec tous ces détails. Vous qui êtes à Nice, je vous ai retrouvé un peu de documentation. Il y a une super vidéo sur YouTube que je vous poste maintenant, qui est ici, et une plaquette d'information qui est en PDF, qui est très bien faite. Vraiment bravo à l'Université de Nice, qui a fait une super plaquette là-dessus. Ta question porte sur les études de pharmacie, qui font aussi partie de cette réforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ancien bac, notamment le bac, un des bacs scientifiques, on pouvait faire des maths, de l'SVT et de la physique-chimie en terminale. Là, ce n'est plus possible avec le nouveau bac en terminale. Le conseil que je peux te donner, c'est qu'effectivement, il faut des bases en physique-chimie, en mathématiques et en SVT. Il faut ces 3-là. Donc, il faudra que tu aies le bagage de quelqu'un qui a fait ces 3 matières-là. Je parle sous le contrôle de Nadia, notre CPE de choc. Il me semble qu'il y a possibilité de faire SVT et physique en matière principale et de faire les maths en option. Nadia, il me dit oui avec la tête. Donc, ça, c'est mon conseil. Pour garder les 3 matières, le meilleur scénario, c'est de faire de la physique-chimie et de la SVT en terminale et de faire option maths en terminale.
Si malheureusement tu n'as pas eu accès à l'option maths en terminale, ce n'est pas grave. Il te faudrait effectivement avoir le niveau de quelqu'un qui fait cette option et donc prendre les cours par rapport à tes potes. Je reprécise que sur toutes les questions concernant la santé, je peux vraiment aider et vous répondre. Voilà. Il y a une autre question sur la santé que je vois vient d'arriver. Peut-être que je vais laisser d'autres personnes répondre avant. Oui, on peut peut-être essayer de les prendre dans le... Je ne sais pas si on m'entend, je crois qu'on m'entend. Oui. J'ai eu un drôle de message qui m'est apparu, mais bon, d'accord. On va essayer de les prendre dans l'ordre toutes ensemble. Et la prochaine question que j'avais vu passer, c'est une question de Margot qui s'est adressée à Dorsav qui lui demandait plus de précisions sur son domaine d'activité, pénal, le civil, les particularités qu'on y retrouvait respectivement. Oui, alors bonjour Margot. Moi, je suis davantage spécialisée, j'étais spécialisée en droit des affaires et plus particulièrement en droit des sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on intègre une grosse structure, un gros cabinet d'avocats, on va vous demander d'être spécialisé. Les petites structures vont plus vous faire toucher à tout. Vous pouvez faire sur un dossier du pénal et passer après à du droit des sociétés, puis après sur du droit du travail. Vous êtes plus pluridisciplinaire, alors qu'un gros cabinet va vous demander vraiment d'avoir un domaine de spécialisation. Et dans la perspective d'intégrer un gros cabinet d'affaires, je me suis moi-même spécialisée au cours de mes études en droit des sociétés. Par contre, les études de droit sont faites souvent de 5 ans d'études et pendant les 3 premières années, vous étudiez vraiment un tronc commun qui est constitué de civil, droit de la famille, droit des obligations, c'est-à-dire droit des contrats, droit du travail, etc. et de pénal, donc procédure pénale, droit pénal, droit fiscal aussi. Vraiment, c'est un tronc commun. Donc, les 3 premières années vous laissent la possibilité de prendre connaissance des matières. Et ensuite, en 4e année, en 3e année, vous pouvez d'ores et déjà commencer à choisir quelques cours parmi voilà, un groupe de matières. Et en 4e année, quand vous postulez en master, on va vous demander vraiment de vous spécialiser dans un domaine. Donc, droit des affaires, droit pénal, etc. Quelles sont les spécificités? En fait, ça va vraiment dépendre. Je dirais que les matières n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le pénal, il faut avoir vraiment la fibre, je dirais, humaine, vouloir penser fermement que chacun a le droit à une défense. Ne pas être trop sensible au crime pour défendre par exemple le violeur ou au délit, le voleur, le délinquant. Et puis le civil, ça va être disons que le civil, il y a pas c'est pas ce qu'on voit le plus souvent à la télé. Voilà. C'est pas ce qui est le plus vendeur. Ça va être vraiment droit du travail, droit des contrats, et puis droit des affaires, et les droits fiscaux. Il faut aimer le monde des affaires, la négociation. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en quelques minutes. Dorsav, la question suivante, je pense qu'elle peut te concerner aussi, à moins que quelqu'un d'autre se sente, mais ça concerne à nouveau le domaine du droit. En fait, c'est Lina qui est en première STMG, qui aimerait s'orienter dans le domaine d'activité du droit et elle aurait besoin peut-être de petits conseils, peut-être d'orientation, de comment choisir ci, ça, ou voilà. Si Dorsav, tu te sens, ou si quelqu'un d'autre se sent d'y répondre, peut-être. Alors, si la question concerne quelle matière prendre pour avoir le plus de chances d'intégrer le filière en droit, je ne vais pas être en capacité de répondre parce que moi, j'ai complètement... je ne maîtrise pas du tout tout ce qui est réforme et choix des matières. Si par contre la question porte sur quel est l'état d'esprit à avoir pour pouvoir réussir en fac, je ne sais pas. Là-dessus, moi je peux dire qu'il faut déjà se concentrer sur l'orthographe. Je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais je dis qu'en droit, on écrit beaucoup, on est des littéraires. On est des littéraires, bien que statistiquement, les scientifiques aient un fort taux de réussite en droit parce que le droit demande un raisonnement logique. Donc, de l'organisation,
une bonne orthographe, beaucoup d'investissement personnel, de sérieux, de régularité. Voilà, c'est vraiment des conseils des conseils comportementaux plus que sur les matières. Je confirme, parce que moi aussi, je suis passé par le monde universitaire et en fait, c'est super important parce que c'est un univers où il faut être très autonome et en fait, il faut avoir beaucoup de détermination et c'est un peu différent, par exemple, même quand on fait une école d'ingénieur ou même une école de magistrature ou ce genre de choses. Mais quand on est dans le monde de l'université, on est là, il faut vraiment avoir envie, il faut être super autonome et en fait, et surtout bosser chez soi, quoi, quand on est dans le monde de l'université. Oui, parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que vous dites. On croit beaucoup que le droit, c'est de l'apprentissage par cœur et que bon, c'est pas très compliqué, on y va par défaut. Sauf que la première année, on a la moitié de l'amphithéâtre qui se vide au bout du premier semestre. C'est exactement ça. Parce que les gens réalisent que non, en fait, le droit, c'est pas juste se mettre devant sa feuille et puis apprendre par cœur et recracher bêtement. Surtout les premières années, on va vous former à un raisonnement juridique, à réfléchir juridique, juriste. Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de régularité, un gros investissement personnel. Mais je dirais que la grosse différence avec des études de maths, par exemple, ou de sciences, ou disons que, moi je pense que ce sont des matières où le seul travail personnel ne permet pas forcément d'exceller parce que il faut avoir déjà le raisonnement qui va avec et des capacités personnelles dans les domaines scientifiques, je pense. En fait, on n'entend pas. Bon, je dirais que le droit, en principe, si jamais on travaille et on est sérieux sur ces cours, on réussit, en principe. En principe, on réussit. D'accord. Bon, super. Je vais essayer d'aller un peu, parce qu'on a déjà pas perdu le temps, mais on a bien avancé dans la réunion. Il y a une autre question qui est arrivée de la part de Bar pour Sanders sur la possibilité de changer d'hôpital pendant les années d'internat. Je vais me lancer pour continuer à parler de la santé, effectivement. Donc, pour les études ça n'a pas marché. Si, c'est bon. Pour les études, effectivement, de santé, est-ce que tu peux juste me rappeler la question? Je ne la vois plus. Elle était posée un peu plus tôt à midi 21. C'était de la part de Bahar sur la possibilité de changer d'internat et d'hôpital pendant… Effectivement, pendant les études de médecine, pendant les 6 premières années, on change de service, ça dépend des fois, à peu près tous les 3 mois. Et donc là, je suis interne. Et donc, les internes changent de service tous les 6 mois. Et donc, on est rattaché à une spécialité et une ville, comme je disais. Donc, je suis rattaché aux hôpitaux de Lyon. Donc, je fais la plupart de mes stages dans Lyon ou dans la périphérie de Lyon ou dans la région de Lyon. Ça peut aller jusqu'à très loin, jusqu'en Savoie, jusqu'à Valence, jusqu'en Bresse, dans le Nord. Voilà, donc c'est assez étendu. Maintenant, au cours de l'internat, je peux faire jusqu'à 1 an et demi dans une autre ville que la ville que j'ai choisie à l'internat. Donc, je peux aller à Paris, je peux aller à Brest, je peux aller à Mamoudzou, à Mayotte, je peux aller aux Antilles, je peux aller à Paris, je peux aller à Lille. Donc, effectivement, on change de stage tous les 6 mois et on peut changer de ville pendant l'internat. Et il y avait Fatima, je saute juste une petite question parce qu'on est sur le même sujet, c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça non plus, qui demandait juste après si la physique et la SVT enseignées en médecine étaient semblables à celles qu'on pouvait enseigner au lycée. Alors, franchement, effectivement, les matières scientifiques sont importantes dès la première année de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau qu'on vous demandera en physique ou en SVT ou en maths ne sera pas du niveau qui sera très important. C'est juste un peu plus au-dessus que le niveau terminal. Donc, il faut juste avoir un bon niveau et surtout bien comprendre les mécanismes en terminale, puisqu'en fait, tout ce que vous aurez vu au lycée sera considéré comme acquis. Vous ne reverrez plus jamais les bases de ce que vous voyez au lycée. Je vous donne un exemple. Si vous savez ce que c'est qu'une mitochondrie, c'est ce qu'on apprend en SVT au collège ou au lycée, on n'apprendra plus les bases de ce que c'est qu'une mitochondrie. On rentrera tout de suite dans les détails des mécanismes. Et par exemple, l'ADL, l'ARN, donc tout ça, c'est ce que vous voyez au collège et au lycée. Tout ça, c'est considéré comme déjà acquis. Et donc, on verra des détails sur tous ces mécanismes-là. Ok, super, merci. Dorsav, il y avait une question de Clara que tu as peut-être vu passer qui en fait s'intéresse au métier de juge d'instruction
et en fait qui se questionnent sur le passage à un moment donné par l'École nationale de la magistrature, donc l'ENM. Et moi, je sais un petit peu que, il faut la prépa dans laquelle tu parles, Clara, en fait, elle s'adresse en dernière année de master, il me semble. Mais je crois que Dorsaf, tu auras peut-être plus de précisions que moi à apporter là-dessus. Alors, malheureusement, pas trop. La seule chose que je peux dire, effectivement, c'est que l'ENM, c'est une école, voilà, probablement que vous savez déjà, mais qui est très sélective, enfin, qui a un examen, un concours d'entrée qui est très sélectif. Et que c'est à peu près tout ce que je sais, malheureusement, sur l'ENM et la magistrature. Après, voilà, les études sur lesquelles il va falloir se concentrer sont principalement les matières pénales. Et puis voilà, je suis pas très calée là-dessus. Moi, je peux le compléter rapidement parce que je suis étudiante à Sciences Po personnellement. Et en fait, la classe prépa dont tu parles, Clara, c'est une classe préparatoire qu'on intègre en dernière année de master normalement, qu'on ait suivi des études de droit à l'université ou des études à Sciences Po. L'école Sciences Po, qui est un peu partout. Et tu sais que tu es prêt à rentrer dans cette prépa parce que tu as déjà un certain bagage, tu as déjà 3-4 années d'études derrière toi, plus ou moins spécialisées. Donc tu rentres avec c'est exigeant, mais tu rentres avec un certain bagage et tu es quand même un peu plus armé que de rentrer en prépa juste après le bac, par exemple. C'est un mécanisme un peu différent. Donc je t'en parlerai un peu plus peut-être après. Pardon, j'ai mon micro coupé. C'était une question d'Anaïs, pardon, mais là, je pense qu'on va pouvoir la proposer à tout le monde, qui est demandé s'il était bien de retravailler des notions qu'on avait vues au lycée, préparer le programme qu'elle aura à faire dans la suite de ses études après, notamment pour les études de médecine. En fait, on y revient encore sans heure au final. Ah, ça ne marche plus. Si on m'entend. Je vais parler très rapidement pour la médecine. Effectivement, ce qui serait bien, c'est de retravailler de nouveau les maths, la physique et l'SVT, mais les notions de lycée, surtout les notions que vous n'avez pas bien comprises et pas bien apprises à l'époque. C'est ce que vous avez déjà bien acquis et bien compris. Vous n'avez pas besoin de faire ça pendant le lycée, pendant l'été après le lycée. Et il y a une chose très importante à faire après le lycée, une fois que vous avez passé votre bac, c'est fêter votre bac. C'est vous reposer, revoir les notions à tête reposée, ne pas trop vous prendre la tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les études de santé, notamment la première année, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande de la préparation et surtout, ça demande du repos. Il ne faudrait pas démarrer votre année en septembre déjà fatigué et épuisé. J'en profite pour préciser que certaines entreprises privées veulent vous proposer certaines ce qu'on appelle des prépas ou des écuries ou des préparations à la première année. Ils profitent beaucoup de la réforme et du fait que pas mal de parents ou d'enfants sont démunis ou ne connaissent pas très bien. Ces prépas ou écuries ne sont pas obligatoires. Elles ne vous permettront pas forcément d'avoir votre année. Et n'écoutez pas ces entreprises qui vous disent qu'il faut débourser des milliers d'euros pour avoir cette année. Je vous le dis, moi, cette année, je l'ai eu sans prépa et sans écurie. Donc, je le maintiens. Les tutorats, et il y a un très bon tutorat à Nice, vous vous renseignez sur le tutorat première année à Nice, peuvent vous aider dès le début de l'année à préparer vos études de santé. Merci beaucoup, Sander. Je reprends le fil des questions. Oui, il y avait une question de Stan qui était très intéressante. En fait, il voulait savoir comment est-ce que vos capacités de travail avaient pu évoluer et votre capacité d'investissement dans votre vie professionnelle, que ce soit au moment du lycée, peut-être au moment des études ou après quand vous avez eu un vrai métier, une vraie fonction à exercer. Et est-ce que vous avez toujours su vous donner à fond dans tous vos projets, dès le lycée jusqu'à aujourd'hui, dans la fonction que vous exercez? Je ne sais pas lequel d'entre vous se sent le plus à l'aise pour répondre à ce genre de questions qui sont assez générales et précises, voire personnelles peut-être selon la vie que vous menez. Donc, je laisse la parole à celui ou celle qui se sent prêt pour en parler. Oui, alors je vais dire un petit mot sur mon cas personnel. Moi, je travaille dans la communication audiovisuelle, je suis réalisateur et producteur et j'ai une boîte de production à Paris.
J'ai été jusqu'au bac un très mauvais élève, enfin médiocre, et j'ai bataillé pour avoir le bac. Et j'ai vraiment eu un déclic à la fac, où j'ai compris que là, je rentrais vraiment dans la vie active, en fait. Et voilà, un témoignage court. Super. Bon, mais si personne d'autre se sent de compléter la réponse, on peut peut-être avancer un petit peu. Quitte après, Est-ce que je peux intervenir peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Pour compléter avec ce qu'a dit Sanders tout d'abord sur les vacances, il faut savoir qu'en fait, quand on est en apprentissage, en phase d'apprentissage, et que vous avez beaucoup d'informations que vous n'avez pas encore digérées, que vous apprenez, vous faites fonctionner une partie de votre cerveau qui va être qui est différente de celle qui mémorise. Ce qui fait que il faut absolument lâcher prise et prendre un peu de recul, surtout quand vous êtes en difficulté. Un texte, si vous ne le comprenez pas, ne le relisez pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois de suite. Lisez-le bien une fois, puis allez voir un film, allez discuter avec des amis, faites autre chose, passez une journée en dehors si vraiment vous avez du mal. En fait, il faut se laisser le temps d'absorber les informations pour que votre cerveau se mette en branle pour être capable de traiter ces informations. Il ne faut pas insister, il ne faut pas le forcer. Donc, prenez soin de vous. Quand vous sentez que vous saturez, c'est important de passer à autre chose et de revenir plus tard. Parce que sinon, vous allez devenir obsessionnel. Donc, ce qui m'amène à la question suivante, c'est important de sentir de l'adrénaline et d'être à fond sur un projet qui vous passionne. Mais de temps en temps, quand vous sentez que vous êtes vraiment à fond, prenez un peu de recul et regardez autour de vous si vous n'êtes pas en train de saouler les gens, si vous n'êtes pas en train d'en faire trop, si vous n'êtes pas en train de vous épuiser. Il faut savoir que les métiers les plus passionnants, il y a aussi beaucoup de burn-out. Donc, il faut vraiment apprendre à gérer son émotion et son engagement et sa motivation dans tous ces projets, que ce soit professionnel, des études ou quelque chose de plus personnel. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école finalement, donc il faut rester vigilant et puis rester ouvert. Si vous avez des amis ou des gens qui vous disent attends là, voilà, quand vous sentez que des gens s'inquiètent pour vous, posez-vous les questions aussi si vous n'êtes pas en train d'en faire trop. Je dis ça parce que moi j'ai tendance à être hyperactive, à en faire trop. Peut-être que le conseil ne sera pas le même pour les gens qui ont du mal à se motiver. Là, on pourra trouver d'autres méthodes. Super, merci beaucoup. J'ai vu passer une question de Juliette qui demandait comment est-ce qu'on pouvait se démarquer pour un étudiant, quand on est étudiant dans ses études à l'université. Moi, le conseil auquel je pense et que j'ai à donner, c'est de s'engager dans la vie associative pour vraiment, notamment par les entretiens de l'excellence. Ça aussi, ça c'est très bien ça. Pour développer d'autres capacités et découvrir autre chose. Donc, je pense que ça peut vraiment être intéressant de faire ça, Juliette, si tu te poses la question, et même les autres. Ouais. Et peut-être que vous autres intervenants, vous avez d'autres conseils pour Juliette. Je vous laisse, pareil, prendre la parole pour qui se sent, parce que c'est une question très générale et je ne vois pas forcément à qui la poser. Moi, je peux raconter ce que j'ai vécu en tant qu'étudiant. J'ai vécu, je ne sais pas combien de métiers. J'ai fait animateur, j'ai vendu du vin, j'ai fait de la castration de maïs, j'ai fait plein de jobs, j'ai même fait de la peinture. Voilà, j'étais boursier avec l'échelon maximal. Parce que bon, à l'époque, mon papa, il était ouvrier, ma mère, elle ne travaillait pas, donc j'étais obligé d'aller faire des jobs à côté. Donc, il fallait continuer entre la réussite de ses études et puis en parallèle, il fallait faire des jobs. Et c'est bien parce que c'est ce qui permet de mettre aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance de l'université, enfin, de cet univers-là. C'est qu'en fait, il ne faut pas se disperser. Il faut gagner, il faut avoir un peu d'argent, mais en même temps, il faut rester déterminé et puis et de continuer, quoi. Mais c'était une belle période, une belle expérience, parce qu'on apprend plein de choses. Super, merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir que j'ai loupé? Oui, Dorsal peut-être. Oui, moi, effectivement, je rebondis sur l'engagement associatif et stage. Stage.
C'est vrai, le stage, ça peut être une très bonne idée pour découvrir et pour. C'est même. En tout cas, en droit, c'est essentiel. Yes, tu as raison, merci beaucoup. Il y avait une question de Abla pour Sander qui, à mon avis, va être assez rapide peut-être. C'est est-ce qu'il fallait une moyenne précise pour accéder à la faculté de médecine? Genre, comme Dans l'ancien système, donc avant qu'il y ait la fameuse passe hélas dont je parlais tout à l'heure, avoir un bac, le bac, n'importe quel bac permettait de rentrer automatiquement en première année. Dans le nouveau système, je n'ai pas la réponse à la question. Je pense malgré tout qu'ils laisseront en fait rentrer un maximum de personnes en première année, puisque petit rappel, hein, la principale différence en fait en faculté de santé en général, la sélection ne se fait pas à l'entrée dans l'université, mais elle se fait à la fin de la première ou de la troisième. À la fin de la première année pour la plateforme d'accès aux études de santé, et à la fin de la troisième année pour la licence d'accès à la santé. J'ai mis le lien dans le chat, je peux le remettre et je remettrai mon contact et mon numéro de téléphone. Je peux comprendre que c'est un peu compliqué, vraiment la vidéo YouTube est très bien expliquée là-dessus. Merci beaucoup, Sander. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements et qui ne sont peut-être pas tous au point. Il y avait une question de Lamia qui est assez précise concernant l'organisation des études et de la scolarité dans les classes préparatoires et qui nous demandait notamment s'il y avait des professeurs de classes préparatoires parmi nous, s'il était véridique que l'école n'aurait plus lieu. Moi, ça m'étonne, étant passée en classe préparatoire, ça m'étonne un peu, mais peut-être. Auquel cas, voilà. Mais je ne sais pas si quelqu'un a une information là-dessus qu'il pourrait communiquer à Lamia. Je vous laisse. Peut-être Nadia, peut-être que toi, tu en sais un petit peu sur l'organisation des études post-bac à ce niveau-là. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Dites-moi. Nadia, je crois qu'on ne t'entend pas. Prends un porte-voix, Nadia. Sinon, Nadia, si tu te sens de répondre mince, pardon, j'ai oublié. À Lamia, pardon. Peut-être tu peux lui répondre par le chat si ça ne fonctionne pas trop en vocal, oui. Peut-être que c'était même ce que tu étais en train de faire. Oui, voilà. C'est ce que tu étais en train de faire. Patchai, tu peux poser une question à Hicham, à savoir si tu étais passé par un DUT ou par une classe préparatoire pour intégrer la formation d'ingénieur que tu as pu faire. Ce que j'ai dit, c'est que comme je suis un pur universitaire, je ne suis pas passé par le DUT, en fait, je suis passé par la fac. Donc, en fait, à l'époque, il n'y avait pas encore la réforme, c'était avant, c'était le DUG, après licence, maîtrise, etc. Bon, maintenant, on a une convergence avec le LMD, donc licence, master et doctorat. Je ne suis pas passé par le DUT. Par contre, j'ai eu une belle expérience parce qu'après mon bac plus 5, mon DEA, j'ai fait de la recherche et j'étais dans un laboratoire et je donnais des cours à l'IUT. Et donc, en fait, j'ai enseigné pendant presque 3 ans, je crois, à l'IUT de Rouen. C'était un DUT, alors c'était quoi? C'était tout ce qui était électronique, etc. C'était le GE2I, voilà. Donc, en fait, le Bac plus 2, c'est une formation qui est assez pratique, qui a aussi une contrepartie en fait, sur la partie théorique. Par contre, en règle générale, ce qu'on avait observé, c'est que souvent, après les UT, les jeunes continuent. Donc, soit ils continuent à travers la licence, ou soit ils intègrent des écoles d'ingénieurs, puisqu'en fait, maintenant, on a des passerelles, et fort heureusement qu'il y a des passerelles. Et voilà. Si je peux me permettre de confirmer ce que vient de dire Hicham, effectivement, il y a des passerelles. Et puis, le DUT comme le BTS peuvent se préparer aussi par la formation en alternance, en apprentissage. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour au moins ces deux formations, ces deux préparations. Elles ne sont pas tout à fait identiques, mais c'est vrai que les étudiants ont presque tous envie de poursuivre après. Oui, je confirme aujourd'hui. Hein. C'est vrai que même ceux qui ont voulu passer par l'IUT, qui après s'arrêtent parce qu'ils trouvent un job, en règle générale, j'en rencontre dans l'entreprise et qui disent bah ouais, j'aurais dû continuer, quoi, parce qu'en fait, finalement, on gagne de l'argent après un IUT,
Et en fait, finalement, ils sont obligés de refaire les cours du soir. Et en refaisant le cours du soir, bah, voilà, entre-temps, bah, on s'est mariés, on a eu des enfants, etc. Donc, c'est un peu plus complexe. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. Et ils peuvent également reprendre par le cadre de la VAE. Donc, Vous l'avez. c'est des choses qui peuvent se faire, qui peuvent Oui. s'envisager. Ce n'est pas une fin en soi. Exactement. Puis de toute façon, c'est continuel. Hein. On continuera toujours de se former, etc. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Je reviens du coup sur la question de Luna. Non, oui, c'était Luna, c'est ça, si je ne me trompe pas. Sur. Non, peut-être pas Luna, c'était. Ah mince, je suis perdue dans tout ce fil des questions. Voilà, de Lamia, qu'on pourrait peut-être adresser à vous, Madame Bertrand, vu que vous êtes professeure en classe préparatoire, concernant l'organisation de la scolarité et le maintien ou non d'école. Peut-être que vous en savez plus sur la question que nous. Oui, bonjour. Pour l'instant, en fait, la seule information que j'ai, c'est que les écoles sont supprimées, mais uniquement pendant la période de confinement. C'est-à-dire que compte tenu de l'inégalité des gens par rapport à l'accès aux écoles et à l'organisation d'écoles dans les divers établissements, donc les écoles sont supprimées, mais pendant le temps du confinement. Je n'ai aucune information consistant à supprimer l'école définitivement. Simplement pour la récupération de moyens financiers pour assurer d'autres enseignements, c'est depuis l'école serait remise en question, donc pour la période actuelle. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc oui, ça n'a pas vocation à durer et à s'appliquer pour les années. En tout cas, en tous les cas, j'espère que non, parce que je pense que l'école, pour ceux qui ne connaissent pas le système des classes préparatoires, ce sont des sortes de petits cours, soit en individuel, soit par groupe de 3 élèves. Et en particulier pour les élèves qui ont plus de difficultés, pour les élèves qui n'ont pas non plus toute l'égalité des chances, eh bien l'école sont des moyens de rattrapage de chacun, y compris et surtout, on va dire, en culture générale, en enseignement général. Quand j'étais professeure en classe préparatoire, avec 70% de boursiers, et l'école était un moment absolument privilégié, non seulement d'échange, non seulement d'apprentissage des contenus, mais aussi de savoir-être, mais aussi de récupération de diverses données que les étudiants n'avaient pas en rentrant en classe prépa. Voilà. D'accord, super, merci pour ces précisions, c'est super, merci beaucoup. Je pense qu'on va aller vers la conclusion parce que l'horloge tourne malheureusement et qu'on ne voulait pas que ça dure trop longtemps pour ne pas vous embêter trop. Il y a 3 autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour pas qu'il y ait trop de questions, de Fatima, de Abla et de Bahar. Après, je pense qu'il faudra voir si on ne peut pas vous contacter après et vous laisser nos coordonnées pour que si jamais vous avez des questions peut-être pour ceux qui le souhaitent. La question de Fatima, c'était une question pareille, à une voix assez générale que j'adresse à tout le monde. C'était si on n'en avait pas eu certains d'entre nous qui avaient eu des difficultés d'orientation ou que ça avait été difficile ou que finalement les études qu'ils avaient entreprises ne leur plaisaient plus et qu'il avait fallu se réorienter pour autre chose. Je ne sais pas si quelqu'un est dans cette expérience, dans ce cas de figure-là, mais ça peut être en effet intéressant de partager cette expérience. Moi, Régine Bertrand, si vous voulez, donc quand j'étais en terminale, je n'étais pas très bonne élève, mais je me souhaitais être pharmacienne. Ça a été de première terminale, je souhaitais être pharmacienne. Il se trouve que je me suis rendu compte que je n'avais pas une mémoire assez importante et il me semblait que pour les premières années en médecine, il me fallait beaucoup de mémoire. Et j'ai décidé un petit peu par coup de chance, j'ai vu un article comme quoi une classe prépa s'ouvrait. Et j'ai levé la main lorsque le professeur principal de la classe a demandé ce qu'on voulait faire. J'ai levé la main et à la surprise générale, j'ai dit je veux faire une classe prépa, je vais faire une grande école de commerce. Ça a vraiment perturbé tout le monde parce que je ne semblais pas du tout avoir le profil. Et une fois rentrée en prépa, je me suis découverte moi-même, j'ai découvert mes capacités de travail, j'ai découvert ma soif de connaissances. Et une fois rentrée en grande école, comme je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, je me suis énormément engagée dans le monde associatif. J'ai multiplié les expériences. J'ai profité de chaque occasion de rencontre avec chacun. Quand je suis sortie de grande école de management de la même façon, je cherchais plutôt un poste de manager. J'étais mariée. Et au départ, c'était le début de la crise économique de 74.
Et j'ai cherché un poste de manager comme je le souhaitais au départ. En fait, on m'a proposé de devenir prof, tout du moins pour remplacer des professeurs absents. J'ai commencé à être professeur en disant que je ne pouvais absolument pas faire ce métier lorsqu'on a cherché à me recruter. Et en 15 jours, je me suis découvert vraiment une passion pour ce contact avec les étudiants, avec les élèves, et ça a été le sacerdoce de toute une vie. Donc en fait, oui, il faut toujours se faire confiance, il faut profiter des occasions. Si on est travailleur, si on est enthousiaste, si on aime les gens, il faut profiter de tous les carrefours qui se présentent à nous et s'engager à fond. Et franchement, moi, j'ai été professeur pendant 38 ans et bon, c'est un sacerdoce, c'est une passion. Donc oui, il ne faut pas, si on doit renoncer à quelque chose, il ne faut pas hésiter à s'engager avec foi dans une autre entreprise. Il faut y croire. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, vraiment merci. Il y avait l'avant-dernière question, c'est une question de Abla qui est assez précise et qui en fait demande si avec un bac S, un bac scientifique, il était possible de faire officier de la marine. Moi personnellement, je n'y connais pas grand-chose, mais je ne vois pas de problème à ça, au Non, contraire. je pense pas que ça pose de problème. Oui, moi non plus, mais je ne sais pas si ça suffit par contre. Je ne suis pas sûre Non, qu'un bac S... je pense pas que ça suffit. Aujourd'hui, pour être officier dans les 3 armées, en règle générale, il faut avoir quand même un beau bagage, un beau background, quoi. Souvent, ça passe par des formations universitaires ou des écoles ou ce genre de choses. Donc, juste uniquement le bac S pour devenir officier, je pense qu'il faut quand même un peu un background. Merci. Et enfin, Sander, je pense que c'est toi qui vas répondre à la dernière question de Bahar, à savoir est-ce qu'il était facile de séparer sa vie étudiante en médecine de sa vie privée et arriver à vivre. Une très bonne question, Bahar, que tu poses, qu'on se pose tous, tout le temps, tous les jours, quand on est étudiant, quand on a un timbre, quand on est diplômé. Ce qu'il faut comprendre, hein, quand on est étudiant en santé comme moi, on a trois vies en fait. Je suis trois. Là, vous avez une seule personne, mais en fait, je suis 3 personnes. Ça se voit pas. Donc, effectivement, il y a ma vie d'étudiant, puisque je suis encore inscrit à la fac. J'ai une carte étudiant, je suis des cours avec des examens qu'il faut concilier. J'ai aussi ma vie de soignant, même si je suis un soignant en formation. Tous les jours, j'ai des patients. Bon, là, c'est un peu plus par téléphone, j'en vois un peu moins là. Soit que j'examine ici, soit qu'effectivement, on a en téléconsultation ou par mail. Donc ça, c'est notre vie de soignant. Et effectivement, ça prend du temps aussi. Ça peut prendre parfois la nuit, les week-ends, avec les gardes à l'hôpital notamment. Et il y a évidemment la vie personnelle, se garder du temps pour s'occuper de soi, pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de sa moitié. Alors moi, je suis célibataire, donc je ne connais pas trop ce sentiment, donc je ne sais pas trop. Il n'y en a aucun qui a accepté de me suivre ou de me garder. Ils m'ont tous… c'est compliqué. Non, plus sérieusement, le temps, ça peut se trouver. La tentation peut être forte, que ce soit en stage ou à la fac, de vous faire comprendre qu'il n'y a que la médecine dans la vie. Ce n'est pas vrai. Je me réserve beaucoup de temps pour ma vie personnelle et celles et ceux qui sont ici savent l'importance que je tiens, par exemple, à la vie associative. Et donc, ma réponse à ta question est oui, on peut garder du temps pour ses études, pour sa famille, pour son petit ami ou sa petite amie. Donc, la réponse est oui. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Les élèves, si vous avez encore la moindre question, la moindre interrogation, que sais-je, vous avez mon mail, tous, normalement. Je l'ai aussi laissé dans le chat, il y a mon numéro de téléphone. Enfin, vous faites comme vous voulez, comme cela vous arrange. Si jamais, vous, intervenant, vous sentez de laisser vos coordonnées, je vous en prie. Si vous préférez que ça passe… peut-être par mois, s'il y a des questions pareilles, je vous laisse faire, je vous laisse gérer comme vous le voulez, il n'y a aucun problème. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, vous élèves, que ça a été bien réparti, c'est une première, donc j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que ça va, que tout le monde en est satisfait. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir tous trouvé le temps d'être là, que ce soit les élèves ou les intervenants, vraiment merci. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Prenez les adresses mail et les contacts de tout le monde, hein, je laisse tout ouvert un petit moment. Au revoir à tous. Et voilà. Passez une bonne journée, bon courage. Au revoir à tous. C'est mon mail et mon téléphone, du coup, je vais vous laisser. Dans la conversation, je vais laisser. Bonne journée à vous. Puis à plus, les gens. À plus tard. À plus. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Au revoir.
Élise? Pardon, dis-moi. Ouais, j'ai laissé mon numéro de portable. S'ils veulent me contacter, il n'y a pas de problème.